À l'âge de 17 ans, ma mère m'a mis à la porte, après que ma demi-sœur m'a faussement accusé d'une agression que je n'ai jamais commise. J'ai 27 ans, je suis un homme, et les événements que je vais raconter ont commencé bien avant, mais l'incident principal s'est produit quand j'étais encore adolescent. Mes parents biologiques ont divorcé lorsque j'avais 9 ans. Ce fut un divorce difficile, marqué par des disputes sur les biens, les droits de garde, et toutes les tensions habituelles que cela peut entraîner. Finalement, ma mère a obtenu la garde principale, tandis que je rendais visite à mon père un week-end sur 2, ainsi que pendant certaines fêtes. Environ 3 ans après le divorce, ma mère s'est remariée. J'avais alors 12 ans. Son nouveau mari, que j'appellerai mon beau-père, avait 2 enfants issus d'un mariage précédent, proche de mon âge, un fils plus âgé que moi d'1 an, et une fille du même âge que moi. Du jour au lendemain, je suis passé du statut d'enfant unique à celui d'un adolescent vivant avec 2 nouveaux demi-frères et demi-sœurs. Mon beau-père a emménagé dans la maison que ma mère avait obtenue lors du règlement du divorce. C'était une habitation à 3 chambres. Ma mère et son mari ont pris la chambre principale, j'avais la mienne, et les 2 enfants de mon beau-père étaient censés partager la 3e chambre, un peu plus spacieuse. Très rapidement, cette organisation a provoqué des tensions. Ils se plaignaient de devoir partager, de la taille de la chambre, et du fait qu'ils devaient vivre dans ce qu'ils considéraient comme ma maison. Au bout de 6 mois de réclamations incessantes, principalement adressées à ma mère, celle-ci a cédé et mon beau-père a transformé le petit bureau du rez-de-chaussée en une chambre de fortune pour son fils. Sa fille a gardé la grande chambre à l'étage, juste à côté de la mienne. La cohabitation ne s'est jamais déroulée sans heurts. Mon beau-père essayait d'imposer une dynamique de famille unie qui paraissait totalement artificielle. S'il n'était pas ouvertement hostile envers moi, il ne cachait pas qu'il favorisait clairement ses propres enfants. Ma mère, souvent prise au milieu de tout cela, tentait de calmer les choses, mais bien souvent à mes dépens. Des incidents, apparemment mineurs, ont commencé à s'accumuler. Des objets personnels disparaissaient de ma chambre ou des espaces communs, pour réapparaître plus tard entre les mains de mon demi-frère ou de ma demi-sœur, souvent endommagés ou déjà utilisés. Lorsque je signalais cela, on me reprochait d'être trop sensible, on m'accusait d'avoir égaré mes affaires, ou l'on prétendait simplement qu'il les avait empruntées. Ma mère ne me soutenait presque jamais. Elle soupirait, me conseillait de mieux m'entendre avec eux ou de ranger mes affaires plus soigneusement. Les activités scolaires étaient également une source de frustration. Ma mère et son mari assistaient aux événements organisés pour ses enfants, mais évoquaient sans cesse des conflits d'agenda lorsqu'il s'agissait des miens, même pour des rencontres parents-professeurs ordinaires. Mon père faisait tout son possible pour être présent, mais il vivait à 1 heure de route, ce qui rendait les événements en semaine compliqués. Mon beau-père ne manquait pas de faire des remarques comparatives sur mes résultats scolaires, mettant en avant les prétendus mérites de ses enfants, même lorsque cela était factuellement faux. Un soir, lors d'un dîner, il a exprimé à haute voix que c'était regrettable que mes notes ne soient pas naturellement aussi bonnes que celles de son fils, alors que j'avais une moyenne générale plus élevée. Ma mère, elle, n'a rien répondu pour me défendre. Mes demi-frères et demi-sœurs m'ignoraient la plupart du temps, voire me méprisaient lorsque les adultes n'étaient pas là. Ils me tenaient à l'écart, faisaient des remarques blessantes sur mon père, mon apparence ou mes centres d'intérêt. Pourtant, en présence de leurs parents, ils jouaient un rôle différent, affichant une attitude faussement polie ou tout au plus neutre. J'ai vite compris que toute tentative de me plaindre directement me faisait passer pour un perturbateur incapable de s'intégrer. Ma mère m'a répété plusieurs fois que je devais faire des efforts pour être moins solitaire et m'ouvrir davantage à eux. À l'âge de 15 ans, mon père biologique est décédé subitement d'une crise cardiaque. Ce fut un choc immense. Il était mon principal soutien dans un environnement familial déjà très tendu. Sa mort a également mis fin aux visites du week-end, me condamnant à vivre à plein temps dans cette maison avec ma mère, mon beau-père, mon demi-frère et ma demi-sœur, sauf pendant certaines fêtes passées chez mes grands-parents paternels. L'ambiance est devenue encore plus lourde. J'avais le sentiment d'avoir perdu la seule protection qu'il me restait. Ma mère, bien qu'en deuil, paraissait dépassée. Mon beau-père et ses enfants n'ont exprimé qu'un minimum de compassion. Mon demi-frère a même lâché une remarque disant qu'au moins, les week-ends de garde ne viendraient plus interférer avec les projets familiaux. Quelques semaines après les funérailles, j'ai rapporté cela à ma mère. Elle a réprimandé verbalement son beau-fils, jugeant ses propos inappropriés, mais aucune sanction concrète n'a été prise. Mes grands-parents paternels m'ont proposé de venir vivre chez eux, mais ma mère a refusé, affirmant qu'elle avait besoin de moi à la maison et que cela ne serait pas bien vu. Au cours des 2 années qui ont suivi, la situation a continué de se dégrader lentement. Mon demi-frère a commencé à avoir quelques problèmes à l'école, comme sécher les cours ou se faire surprendre en train de fumer. Mon beau-père minimisait systématiquement ces incidents. Ma demi-sœur, quant à elle, devenait de plus en plus obsédée par les apparences sociales. Elle critiquait régulièrement notre niveau de vie ou nos possessions, les comparant de façon méprisante à celles de ses amis.
Je me suis replié sur mes études et mes passe-temps, passant le plus clair de mon temps dans ma chambre ou chez des amis. L'été de mes 17 ans, ma mère et mon beau-père ont organisé un voyage d'anniversaire d'1 semaine, me laissant seul à la maison avec mon demi-frère, désormais âgé de 18 ans, et ma demi-sœur, qui avait le même âge que moi. Mes grands-parents paternels avaient proposé de m'héberger pendant l'absence de ma mère, mais elle a insisté pour dire que tout se passerait bien, que nous étions assez grands et que me laisser seul pendant que mon demi-frère et ma demi-sœur restaient à la maison provoquerait des drames inutiles. Elle a laissé des contacts d'urgence, de l'argent pour la nourriture et des instructions. Les 2 premiers jours ont été calmes. Mon demi-frère et ma demi-sœur m'ont majoritairement ignoré, invité des amis, commandé des pizzas. Je restais dans ma chambre, seul. Le 3e soir, ils ont reçu un groupe plus nombreux. Il y avait de la musique forte, de l'alcool, je voyais des canettes de bière et des bouteilles de spiritueux. Ils avaient probablement demandé à quelqu'un de les acheter pour eux. Je suis resté dans ma chambre, porte verrouillée. Vers minuit, le bruit a diminué, la plupart de leurs amis étaient partis. Plus tard dans la nuit, vers 2 heures du matin, j'ai entendu du remue-ménage en bas. Au début, je suis resté immobile, puis j'ai entendu ma demi-sœur crier mon prénom, suivi de cris. Contre mon meilleur jugement, j'ai déverrouillé la porte de ma chambre et suis allé jusqu'aux escaliers. Mon demi-frère et ma demi-sœur étaient dans le couloir du rez-de-chaussée. Ma demi-sœur pleurait, tenant son bras, et mon demi-frère hurlait que je l'avais poussé dans les escaliers. Je n'avais pas quitté ma chambre. Je leur ai dit cela. Mon demi-frère s'est avancé vers les escaliers en criant des accusations. Ma demi-sœur sanglotait, affirmant que j'étais sorti de ma chambre alors qu'elle passait, que j'avais crié à propos du bruit et que je l'avais poussée. Elle prétendait être tombée dans les dernières marches. C'était totalement inventé. Je n'étais pas du tout sorti dans le couloir. Je pense qu'elle a probablement trébuché ou est tombée en étant ivre, ou en s'amusant avec mon demi-frère ou l'un des amis encore présents. Je crois que l'un ou 2 d'entre eux étaient encore là, cachés ou silencieux dans le salon. Mon demi-frère a saisi le téléphone fixe et a appelé ma mère et mon beau-père. Il a mis l'appel sur haut-parleur. Je l'ai entendu leur raconter, la voix tremblante de rage feinte, que je l'avais attaqué, que je l'avais poussé dans les escaliers parce que j'étais en colère qu'ils aient des invités. Ma demi-sœur, en pleurs, ajoutait que son bras lui faisait très mal, qu'elle pensait qu'il était cassé, et que j'avais marmonné des choses à leur sujet toute la soirée. Ma mère a pris la parole, elle ne m'a pas demandé ma version. Elle s'est immédiatement mise à hurler, me traitant de monstre, me demandant comment j'avais pu faire cela. J'ai essayé d'expliquer que j'étais resté dans ma chambre, qu'il mentait, mais elle m'a coupé. Elle a dit qu'elle savait que j'étais jaloux de mon demi-frère et de ma demi-sœur, que je l'avais toujours été. Elle m'a traité d'échec pathétique, incapable de supporter leur bonheur. Elle a dit à son mari qu'il avait raison, que j'avais de sérieux problèmes. Mon beau-père a pris la parole, calme mais glacial. Il a dit que je devais faire face aux conséquences, qu'ils écourtaient leur voyage et seraient de retour au matin. Ma mère a repris le téléphone et m'a ordonné de faire mes bagages. Elle a dit que je ne passerais pas une nuit de plus sous ce toit. Elle a déclaré explicitement que je n'étais plus le bienvenu chez elle. Je lui ai demandé où j'étais censé aller. Elle m'a répondu qu'elle s'en fichait, que j'aurais dû y penser avant d'agresser ma demi-sœur, puis elle a raccroché. Mon demi-frère et ma demi-sœur affichaient un air satisfait. Mon demi-frère m'a dit de commencer à faire mes valises. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, je suis resté là, hébété. Je n'ai pas fait mes bagages immédiatement. Je n'arrivais pas à assimiler ce qui se passait. J'entendais mon demi-frère et ma demi-sœur parler et rire doucement en bas. Vers 4 heures du matin, comprenant que ma mère était sérieuse, j'ai rempli un sac à dos avec quelques vêtements, mon ordinateur portable, mon chargeur de téléphone, mon portefeuille et certains documents importants que je gardais dans ma chambre. Je n'avais pas beaucoup d'argent, peut-être $50. J'ai attendu d'entendre mon demi-frère et ma demi-sœur rejoindre leur chambre, probablement pour dormir. Je suis sorti par la porte de derrière vers 5 heures du matin, juste avant le lever du soleil. Je ne savais pas où aller, alors j'ai commencé à marcher vers la gare routière, à environ 8 km de là. J'ai utilisé une cabine téléphonique à la station, ma batterie de téléphone étant faible, je préférais la préserver pour appeler mes grands-parents paternels. Je leur ai expliqué brièvement ce qui s'était passé, que j'avais été faussement accusé et mis à la porte. Ils n'ont pas hésité. Mon grand-père m'a dit de ne pas bouger, qu'il viendrait me chercher immédiatement. Le trajet durait environ 2 heures. J'ai attendu à l'intérieur de la station, les yeux rivés sur les portes. Mon grand-père est arrivé vers 8 heures du matin. Il ne m'a pas pressé de questions, m'a simplement fait monter dans la voiture, m'a acheté un petit déjeuner dans un restaurant sur le chemin du retour. En arrivant chez eux, ma grand-mère nous attendait. Je leur ai raconté toute l'histoire. Ils m'ont cru. Ils étaient furieux contre ma mère, mais semblaient résignés,
disant qu'elle avait changé depuis la mort de mon père et son remariage. Ils m'ont installé dans leur chambre d'amis. Quelques jours plus tard, mon grand-père m'a aidé à récupérer le reste de mes affaires essentielles dans la maison de ma mère. Il a téléphoné à l'avance, mais ma mère a refusé d'être présente. Mon beau-père l'a accueilli à la porte, lui a permis de prendre mes affaires, essentiellement des vêtements, des livres, des objets sentimentaux liés à mon père. Selon mon grand-père, mon beau-père était froid, formel, n'a pas posé de questions, voulait seulement qu'il parte rapidement. Mon demi-frère et ma demi-sœur n'étaient apparemment pas là. Ma mère ne m'a jamais appelé, n'a pas tenté de me contacter via mes grands-parents non plus. Le bras de ma demi-sœur n'était pas cassé. D'après un voisin, il était seulement contusionné. La version qu'ils ont racontée aux voisins et aux amis de la famille était que j'avais des problèmes de colère et que j'avais agressé ma demi-sœur sans raison. Mes grands-parents m'ont aidé à m'inscrire au lycée local pour terminer mon année de terminale. Cela a été perturbant, mais j'ai réussi. Ils n'étaient pas riches, vivant de leur retraite et de la sécurité sociale, mais ils m'ont soutenu pleinement. J'ai trouvé un emploi à temps partiel après l'école et les week-ends pour subvenir à mes besoins et économiser pour l'université. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Ma mère n'a pas assisté à ma remise de diplôme. Je n'ai eu aucun contact avec elle, ni avec mon beau-père, mon demi-frère ou ma demi-sœur. Les 10 années qui ont suivi cet événement ont été consacrées à construire ma propre vie, totalement indépendante de ma mère et de sa nouvelle famille. J'ai vécu chez mes grands-parents pendant mes études en collège communautaire, travaillant à côté. Ils m'ont aidé autant qu'ils le pouvaient, mais les finances étaient serrées. J'ai fini par intégrer une université publique, contractant des prêts étudiants tout en continuant à travailler. J'ai étudié l'informatique. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi. J'ai déménagé dans une autre ville pour ce poste. J'ai travaillé dur, remboursé mes prêts de manière agressive, et fini par bien m'en sortir financièrement. J'ai acheté mon propre appartement en copropriété il y a 2 ans. Mes grands-parents vieillissent, mais vivent encore de manière autonome. Je les aide financièrement et leur rends visite souvent. Ils restent mon seul lien familial véritable. Pendant ces 10 années, je n'ai jamais repris contact avec ma mère, mon beau-père, mon demi-frère ou ma demi-sœur. J'ai bloqué leur numéro très tôt. J'ai ignoré toutes les tentatives éventuelles de contact par des connaissances communes ou de la famille élargie. Quelques courriels ont parfois franchi les filtres, mais pour moi, cette partie de ma vie était terminée. Cependant, il y a environ 3 semaines, ma sonnette a retenti tard dans la soirée, vers 21h. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas et je n'ai pas reconnu tout de suite la personne. Elle semblait négligée. En ouvrant la porte avec la chaîne de sécurité, j'ai réalisé que c'était ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis 10 ans. Elle paraissait bien plus vieille que son âge réel, qui est dans la fin de la cinquantaine. Ses vêtements étaient usés, légèrement déchirés au niveau de la manche. Elle était amaigrie. Elle a commencé à parler immédiatement, la voix tendue. Elle a dit qu'elle avait obtenu mon adresse par un parent éloigné. Elle m'a expliqué, de manière décousue, que sa vie avait basculé. Mon beau-père avait perdu son emploi quelques années auparavant, ils avaient épuisé leurs économies. Mon demi-frère avait des problèmes persistants, apparemment d'ordre juridique ou liés à une addiction. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais cela les avait ruinés financièrement. Ma demi-sœur avait quitté la maison depuis des années et ne voulait plus rien avoir à faire avec eux, surtout maintenant qu'ils avaient des problèmes d'argent. Mon beau-père avait quitté ma mère il y a environ 6 mois, était parti vivre chez sa sœur dans un autre état. Ma mère avait perdu la maison, celle où j'avais grandi, saisie par la banque. Elle disait avoir vécu dans des foyers ou chez des connaissances peu enthousiastes au cours des dernières semaines. Elle m'a dit qu'elle regrettait la façon dont elle m'avait traité, qu'elle savait qu'elle avait eu tort à l'époque. Elle a dit qu'elle était désespérée, qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider, en particulier si elle pouvait rester chez moi quelque temps, juste le temps de se remettre sur pied. Elle pleurait à ce moment-là. Je ne l'ai pas laissée entrer. Je suis resté à la porte, la chaîne toujours en place. Après l'avoir écoutée, je lui ai dit que je ne la laisserais pas habiter chez moi. Elle a eu un air abattu, mais je lui ai expliqué que je pourrais peut-être l'aider à une seule condition. Elle m'a demandé laquelle. Je lui ai dit qu'elle devait organiser une rencontre, à laquelle elle, mon demi-frère et ma demi-sœur devaient assister. La présence de mon beau-père n'était pas nécessaire. Lors de cette rencontre, en ma présence, mon demi-frère et ma demi-sœur devaient fournir une déclaration écrite et signée, rétractant les accusations qu'ils avaient portées contre moi quand j'avais 17 ans. Ils devaient reconnaître qu'ils avaient menti à propos de l'agression. De plus, ma mère devait reconnaître verbalement qu'elle savait, ou soupçonnait fortement, à l'époque, qu'ils mentaient, ou du moins qu'elle me connaissait suffisamment pour savoir que je n'aurais jamais fait une chose pareille, et qu'elle avait tout de même choisi de les croire et de m'abandonner. Elle devait affirmer clairement qu'elle savait que je n'avais pas agressé ma demi-sœur.
J'ai précisé que je voulais enregistrer toute cette interaction. Si ces conditions étaient remplies, je discuterais alors de la possibilité de lui fournir une aide financière temporaire et limitée, afin qu'elle puisse trouver un logement de base, comme une caution et un premier mois de loyer pour un petit appartement, ainsi qu'un accompagnement vers des ressources d'emploi. Je ne fournirais aucun soutien permanent, et elle ne vivrait jamais avec moi. Elle est restée stupéfaite. Elle a commencé à protester, disant qu'il serait impossible d'obtenir un tel aveu de la part de mon demi-frère et de ma demi-sœur, qu'il était déjà difficile de localiser mon demi-frère. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider un peu dès maintenant, par bonté d'âme. J'ai répété la condition, une rétractation écrite signée de mon demi-frère et de ma demi-sœur, un aveu verbal enregistré et des excuses détaillées de sa part, sinon aucune aide. C'est tout. Je lui ai dit de me contacter si elle parvenait à organiser cela. Puis j'ai refermé la porte. Cela fait maintenant 3 semaines. Je n'ai eu aucune nouvelle. Je m'y attendais un peu. Mais je continue de repasser cette conversation dans ma tête. Est-ce que je serais un salaud si je restais inflexible sur cette condition, sachant que cela signifie probablement qu'elle n'aura aucune aide de ma part et qu'elle pourrait réellement finir à la rue? Mise à jour un point, cela fait environ 4 semaines depuis ma publication initiale. Merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont lu, commenté ou m'ont envoyé des messages. J'ai tout lu. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de réponses. Beaucoup ont partagé leurs opinions. Nombreux sont ceux qui ont soutenu la condition que j'ai posée, certains l'ont trouvée trop sévère, d'autres ont suggéré des approches alternatives. J'apprécie que les gens aient pris le temps de m'apporter leur éclairage. Quelques points ont été soulevés. Pourquoi ne pas avoir contacté la police à l'époque? Certains ont demandé pourquoi je n'avais pas alerté la police quand l'accusation a eu lieu. J'avais 17 ans, j'ai été totalement pris de court, et ma propre mère a immédiatement cru au mensonge et m'a ordonné de partir. Contacter la police me semblait impossible et terrifiant. Qui aurait-on cru? Ma parole contre celle de 3 personnes, mon demi-frère, ma demi-sœur et probablement un de leurs amis, si on avait creusé. Avec ma demi-sœur en tant que plaignante et ma mère prenant leur parti, cela me paraissait comme une façon d'empirer encore la situation. À ce moment-là, ma priorité était de trouver un endroit sûr, ce que j'ai fait chez mes grands-parents. Le rôle de mes grands-parents a été fondamental. Ils m'ont soutenu sans la moindre hésitation. À l'époque, ils étaient furieux contre ma mère, mais n'ont jamais cherché à m'obliger à reprendre contact ou à me réconcilier. Ils ont toujours respecté ma décision de couper les ponts. Bien qu'ils aient exprimé de la tristesse face à la situation au fil des années, ils ne m'ont jamais mis la pression. J'ai discuté avec eux de la situation actuelle. Ils soutiennent pleinement ma décision et la condition que j'ai imposée, même si ma grand-mère, fidèle à sa nature bienveillante, a exprimé une certaine inquiétude quant au bien-être de ma mère. Ils sont d'accord, la condition posée touche à l'injustice fondamentale que j'ai subie. Concernant la situation de mon beau-père, je n'ai pas beaucoup d'informations au-delà de ce que ma mère a vaguement mentionné, perte d'emploi, difficultés financières, puis départ du foyer conjugal. Je ne ressens aucun intérêt particulier pour sa situation, sauf dans la mesure où cela a eu un impact sur ma mère. Le fait qu'il soit absent aujourd'hui ne suscite chez moi aucune empathie. Il a joué un rôle dans l'attitude de ses enfants et a soutenu la décision de ma mère de me chasser. Il a donc sa part de responsabilité. Concernant ma situation financière, certaines personnes ont fait des suppositions. Je suis stable financièrement, sans être riche. Je vis confortablement mais avec prudence. L'achat de mon appartement a été un objectif majeur, atteint après des années d'économie. Tout aide que je pourrais fournir serait strictement budgétisé, et certainement pas un soutien illimité. Mon appartement ne comporte qu'une seule chambre, ce qui rend la cohabitation non seulement impossible, mais aussi indésirable. La lecture des commentaires et ma propre réflexion ont renforcé ma position. Le véritable problème n'est pas uniquement que ma mère ait besoin d'aide aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle notre relation a pris fin, et le fait qu'elle se sente en droit de me demander de l'aide après 10 années de silence, qui ont suivi un rejet explicite et un soutien à une accusation mensongère. Ce n'était pas un simple conflit adolescent, c'était un acte délibéré qui a conduit à mon expulsion et à mon absence de domicile à 17 ans, immédiatement après la perte de mon père. Le fait qu'elle ait cru immédiatement au mensonge, et les mots cruels qu'elle m'a adressés, raté de merde, étaient des choix. Mon beau-père, mon demi-frère et ma demi-sœur ont aussi fait les leurs. La condition que j'ai posée n'a jamais été une vengeance, même si certains l'ont interprétée ainsi. Elle visait à établir une base de vérité. Sans reconnaissance de ce qui s'est réellement passé, et du rôle de chacun, il n'y a aucun fondement possible pour une interaction, encore moins pour que je fournisse une quelconque aide. Le fait qu'elle revienne maintenant, démunie, ne change pas le passé, ni ses actions. Cela ne fait que renverser le rapport de force. L'aider aujourd'hui, sans aborder le mensonge fondamental et la trahison, reviendrait à valider son récit,
à pardonner implicitement des actes pour lesquels je n'ai jamais reçu la moindre excuse, et à permettre à elle, à mon demi-frère et à ma demi-sœur de continuer à entretenir le mensonge. J'ai donc décidé que maintenir cette condition était la seule voie possible qui respecte mon histoire et mes limites. Comme je l'ai mentionné, 3 semaines s'étaient écoulées après que je lui ai exposé la condition et fermé la porte. Puis, il y a environ une semaine, donc 3 semaines après sa première apparition, elle a repris contact. Elle n'a pas téléphoné. J'ai reçu un courriel provenant d'une adresse que je ne reconnaissais pas, mais le nom correspondait au sien. Le message était bref. Elle écrivait qu'elle avait parlé à ma demi-sœur, qu'elle regrettait en partie ce qui s'était passé à l'époque, mais qu'elle refusait de mettre quoi que ce soit par écrit ou d'assister à une rencontre. Elle aurait exprimé sa peur d'avoir des ennuis judiciaires ou de raviver le passé. Ma mère écrivait aussi qu'elle n'avait pas réussi à joindre mon demi-frère, qu'elle ne connaissait plus ni son numéro de téléphone ni sa localisation exacte, seulement qu'il semblait se déplacer entre différents contacts dans une autre région de l'État. Elle reprenait ensuite son récit de difficultés actuelles, elle logeait dans un autre centre d'accueil temporaire, mais la limite de temps d'hébergement allait expirer. Elle me demandait à nouveau si je pouvais reconsidérer ma décision, suggérant que je lui apporte une aide plus modeste, sans impliquer mon demi-frère ni ma demi-sœur. Elle proposait que nous nous rencontrions en privé, et qu'elle me présente ses excuses, juste entre nous. Le lendemain, j'ai répondu à son courriel, de manière tout aussi concise. J'ai répété exactement la condition initiale, une rencontre en personne avec elle, mon demi-frère et ma demi-sœur, au cours de laquelle ces 2 derniers me remettent une déclaration écrite et signée rétractant les accusations et reconnaissant leurs mensonges. Ma mère, elle, devait verbalement reconnaître, devant moi et sous enregistrement, qu'elle savait ou soupçonnait fortement que je n'avais rien fait, et qu'elle avait pourtant choisi de me rejeter. J'ai précisé que toute tentative de compromis, comme une simple excuse de sa part ou des regrets flous exprimés par ma demi-sœur par courriel, serait inacceptable. La condition restait inchangée. À moins qu'elle ne puisse me confirmer que tout était organisé selon ses termes exacts, il n'y avait plus rien à discuter concernant une quelconque aide. Elle a répondu presque immédiatement à mon message. Le ton avait changé. Elle écrivait que j'étais cruel, déraisonnable. Elle m'accusait de vouloir l'humilier, elle ainsi que mon demi-frère et ma demi-sœur. Elle ajoutait que j'avais clairement hérité du caractère obstiné de mon père, un commentaire intéressant, venant de quelqu'un qui n'avait jamais prononcé son nom ces 10 dernières années. Elle concluait en disant qu'elle aurait dû savoir que je ne l'aiderais pas, que j'étais froid. Elle terminait en écrivant qu'elle ne me contacterait plus jamais, et que je devrais vivre avec le fait d'avoir tourné le dos à ma propre mère lorsqu'elle était dans le besoin. Je n'ai pas répondu à ce second message. Je l'ai lu, archivé, et je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Cela remonte à environ 6 jours. Le bilan est donc que le contact a de nouveau cessé. Elle a rejeté explicitement la condition, et a préféré me présenter comme cruelle plutôt que d'essayer de la satisfaire ou d'admettre pourquoi elle avait été posée. Rien n'a changé de mon côté. La condition n'est pas remplie. Aucune aide n'a été apportée. Mise à jour 2. Cela fait maintenant 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et environ 7 mois depuis que ma mère est apparue à ma porte pour la première fois. Après notre échange de mai, détaillé dans la mise à jour précédente, au cours duquel elle avait rejeté ma condition et m'avait accusé de cruauté, il y a eu un silence total pendant plusieurs mois. Je n'ai eu aucun contact de sa part, ni de la part de mon demi-frère, de ma demi-sœur, ni de mon beau-père. J'ai continué ma vie comme d'habitude, travail, visite chez mes grands-parents, gestion de mes affaires personnelles. Il y a environ 2 mois, soit environ 4 mois après le dernier échange de courriel, j'ai reçu une demande de message sur un réseau social que j'utilise rarement. C'était un message de ma demi-sœur. J'ai presque ignoré la notification, mais j'ai fini par lire ce qu'elle disait. Le message était court. Elle écrivait qu'elle avait appris que j'avais vu notre mère et que celle-ci lui avait parlé de mes exigences. Ma demi-sœur disait ne pas se souvenir clairement de cette nuit-là, en référence à la nuit de l'accusation, mais qu'elle regrettait que les choses aient autant dégénéré. Elle ajoutait qu'elle était désormais mariée, mère d'un jeune enfant, et qu'elle essayait de construire sa propre vie. Elle précisait qu'elle ne signerait aucune déclaration, ni ne participerait à une quelconque rencontre, car cela pourrait nuire à sa famille ou à sa relation avec son mari, qui apparemment ne connaît pas tous les détails de son passé. Elle terminait en disant qu'elle espérait que j'allais bien, mais me demandait de ne plus la contacter. Je n'ai pas répondu au message de ma demi-sœur. Son absence de souvenirs précis et sa volonté de protéger sa vie actuelle, bien que compréhensible de son point de vue, confirmaient son refus d'assumer ses responsabilités ou de fournir la rétractation nécessaire. Cela a renforcé en moi la conviction que la condition que j'avais fixée était juste et appropriée. Si elle éprouvait réellement des remords, elle aurait eu l'occasion d'agir. Elle a choisi de ne pas le faire. Concernant ma mère, je n'ai que des informations partielles et indirectes, principalement transmises par mes grands-parents, qui entendent parfois des bribes de nouvelles par des parents éloignés ou d'anciens voisins. Le tableau est flou.
Il semblerait qu'elle ait passé quelque temps dans des foyers, puis aurait brièvement séjourné chez une cousine, située à plusieurs heures de route. Cet arrangement n'aurait pas duré longtemps. La dernière rumeur que ma grand-mère a entendue laissait entendre qu'elle vivrait peut-être dans une maison de chambre ou un logement social à bas revenus, et qu'elle occuperait possiblement un emploi au salaire minimum. Rien de tout cela n'est confirmé, ce ne sont que des rumeurs. Ma mère n'a fait aucune autre tentative pour me contacter directement. Mon demi-frère reste introuvable. À ma connaissance, personne parmi les contacts familiaux accessibles à mes grands-parents ne connaît avec certitude son emplacement ni sa situation actuelle, ce qui corrobore ce que ma mère affirmait sur son impossibilité de le joindre. Mon beau-père est également totalement absent du tableau, apparemment sans contact avec ma mère depuis leur séparation. Il n'y a pas eu de bouleversement majeur dans ma propre vie au cours de ces 6 derniers mois. Mon emploi est stable. J'ai vu mes grands-parents pour Thanksgiving. Ils vont bien, même si mon grand-père commence à rencontrer quelques problèmes de santé mineurs que nous surveillons attentivement. Ils m'ont demandé si j'avais eu d'autres nouvelles de ma mère. Je leur ai parlé brièvement de l'interaction avec ma demi-sœur, et ils ont convenu que cela ne montrait aucun véritable changement ni aucun remords de la part de ce côté de la famille. La situation reste donc inchangée depuis la dernière mise à jour. La condition posée pour une aide reste non satisfaite. Ma mère, après avoir refusé les termes, a cherché de l'aide ailleurs ou s'en sort autrement, aussi difficile que cela puisse être. Ma demi-sœur a confirmé son refus de participer à une réparation du passé. Mon demi-frère reste absent. Mon choix de maintenir une absence totale de contact avec tous ces membres de la famille reste inchangé. Rien n'a été résolu sur le plan des relations familiales, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit le cas. Ma vie continue sur le chemin que j'ai construit après avoir été mis à la porte à 17 ans. La porte reste fermée, à moins que la condition précise, non négociable, concernant la rétractation et la reconnaissance des faits, ne soit intégralement remplie. Compte tenu de la réponse de ma demi-sœur et de la disparition de mon demi-frère, la probabilité que cela se produise semble pratiquement nulle. Voilà l'état actuel des choses. Je ne prévois pas de publier d'autres mises à jour, sauf si un événement important et totalement inattendu venait à survenir, ce que je ne prévois pas. Merci encore à celles et ceux qui ont lu et partagé leur point de vue précédemment.